Alors, bonjour et bienvenue à Y voir clair, la série balado où l'on démystifie les réalités liées aux déficiences visuelles et où on tente de mieux comprendre ce que vivent les gens au quotidien. Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante, mais je me sens un peu la porte-parole des gens qui veulent comprendre. Et comme toujours, je suis accompagnée de ma collègue spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, Bianca Lucier-Dalpé, qui réussit avec son expertise et sa sensibilité et parfois son humour à rendre accessibles des réalités souvent méconnues. Aujourd'hui, on reçoit Audrey-Anne Bouchard, conceptrice d'éclairage, metteur en scène, enseignante, créatrice de spectacles immersifs. Elle vit elle-même avec une déficience visuelle invisible et consacre aujourd'hui son travail à réinventer l'art, les lieux culturels et même notre façon de percevoir le monde dans notre société où tout est pensé d'abord avec les yeux. Alors, bon épisode! Salut Bianca! Comment vas-tu? Nathalie, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, tu vas bien, en forme. En forme, j'ai de l'énergie. T'as eu une bonne semaine. J'ai eu une bonne semaine. Hey, dis-moi Bianca, est-ce que toi, dans ta vie, l'art occupe une grande place? Parce qu'on va parler d'art aujourd'hui beaucoup, mais est-ce que l'art prend une grande place? On se rappelle que tu as une déficience visuelle. Oui. Donc? Oui, j'adore les arts. Ouais. Dans le fond, tu sais, c'est ça. C'est toujours, moi, j'ai joué je joue de la musique, mais j'ai étudié en musique. J'aime ça aussi, aller voir des spectacles de toutes les sortes. D'ailleurs, j'ai déjà vu les spectacles de notre invité aujourd'hui. On va pouvoir en jaser. Ouais. Mais oui, j'adore aller voir le spectacle, que ce soit le théâtre, la musique. Nous sommes allés voir ensemble une exposition d'art. Oui. En général, tu sais, je peux aimer ça, dire, je vais essayer de dessiner. Mais il n'y a rien que dans quoi j'excelle, mais j'adore, en général, les arts. On pourrait dire ça. Ouais. OK. Puis là, j'ai une question par rapport à l'intelligence artificielle puis les arts. Est-ce que, selon toi, ça fait bon ménage? Parce que je me rappelle, quand on est allé voir l'exposition, ouais. on l'a utilisé beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, l'IA et les arts, là, c'est Ouais. un gros domaine parce que je sais que pour beaucoup d'artistes, l'intelligence artificielle, tu sais, c'est ça. C'est pas, disons que ça peut remplacer certains emplois ou ça peut faire beaucoup de craintes, là, à ce niveau-là. Si on se place dans la peau des personnes qui ont une déficience visuelle, c'est sûr que dans certains cas, l'intelligence artificielle peut aider à donner accès à l'art, mais dans une certaine mesure, de se faire décrire une peinture dans un musée, par exemple, de se faire décrire, tu sais. Mais je comprends que c'est un sujet complexe duquel on pourrait parler pendant très longtemps, parce que, tu sais, on peut se faire décrire des choses aussi par des personnes. L'intérêt peut-être de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une certaine autonomie, un certain point de vue. Mais ce qui est fascinant avec se faire décrire une œuvre d'art, c'est que chaque personne qui va la décrire avec son regard. Ouais. Fait que l'IA, ben, elle a un regard, elle aussi. Fait que c'est ça. Tu sais, fait que oui, je trouve ça pertinent. Mais l'IA n'a pas cette intelligence-là émotive, si tu veux, de décrire une toile. Parce qu'on peut se mettre à pleurer en regardant une toile. Oui, je comprends. Fait que l'intelligence artificielle ne va pas décrire nécessairement les émotions. Là. C'est difficile de transcrire quelque chose de visuel en quelque chose de verbal. C'est tout un art, justement, sans faire de mauvais jeu de mots. Oui. Mais c'est vraiment un sujet comme fascinant. Je pense qu'il y a des pour et des contre, mais je pense que pour avoir accès à l'art, ça peut être utile dans certains contextes. Voilà. On en parlera. On en parlera plus, oui. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, dans le fond, on va parler d'art, peut-être un peu moins d'intelligence artificielle, mais on a avec nous Audrey-Anne Bouchard qui a accepté de venir nous jaser durant une heure. Audrey-Anne qui a une déficience visuelle invisible depuis, Audrey-Anne, que tu es jeune adulte. Puis toi, tu évolues vraiment dans un milieu où tout est pensé pour la vision, hein, le milieu des arts. Donc, tu as dû un peu réinventer complètement là, ta façon de faire les arts. Fait que avant de tout aborder ce qui concerne vraiment ton parcours artistique, on aimerait savoir comment tout ça a commencé. Alors, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Dans le fond, si on recule un petit peu dans ton passé, toi, tu as eu la déficience visuelle au début de l'âge adulte, hein, je pense à peu près? Oui, exactement. Donc, autour de mes 16 ans, j'ai
remarqué que ma vue baissait, mais ça a pris environ 3 ans avant que j'ai un diagnostic confirmé. Donc, ça a été un parcours, si on veut, un petit voyage de comprendre comment je voyais, et puis de comprendre aussi quelle était la raison de cette baisse de vision. Fait que c'est vraiment quand j'étais au cégep, en plein milieu de mon cégep, que j'ai appris que j'avais la maladie de Stargardt, qui est une maladie, en fait, de la rétine. C'est une condition dégénérative et pour faire une histoire courte, ça fait que j'ai pas de vision centrale et je fonctionne avec ma vue périphérique. Qui est quand même relativement bonne. Tu me parlais d'un pourcentage. Et bien, quand tu disais que c'est un peu difficile à évaluer un pourcentage, mais tu parles de 45 % environ de ta vision? Environ, oui. Okay. Donc, je vois un petit peu moins que la moitié. Mais je sais que pour les gens qui ont la maladie de Stargardt, ma vue est encore assez bonne par rapport à cette condition-là. C'est sûr que chaque personne va avoir une baisse de vision différente. Il n'y a pas vraiment de recette connue. C'est vraiment propre à chacun. Mais moi, dans mon cas, j'arrive encore à lire des choses imprimées. C'est sûr que c'est de plus en plus difficile. Puis c'est, comme vous en parliez, maintenant, il y a tellement d'outils qu'on on développe aussi d'autres réflexes. Puis, maintenant, je préfère lire des livres audio que de lire papier. Mais jusqu'à, mettons, il y a 10 ans, je lisais encore, là, avec mes yeux, des livres. Et donc, c'était assez... mon médecin me disait que c'était quand même assez exceptionnel. Tu sais, tu as dit que ça a pris 3 ans quand même avant d'obtenir un diagnostic. Au départ, les premiers examens laissaient surtout croire là, que tu avais besoin simplement de lunettes. Là. Exactement. Ben en fait, c'est que quand la vue baisse, notre premier réflexe, c'est d'aller voir un optométriste, de passer un test. Puis moi, ben mes parents avaient des lunettes, donc je me disais, c'est juste le cours normal des choses. Et donc, l'optométriste m'a prescrit des lunettes. Mais même avec les lunettes, je ne voyais pas plus au tableau dans le fond de la classe. Donc, clairement, il y a eu un manque ici là, d'expertise de me référer à d'autres spécialistes. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu finalement, parce que c'est quand même long, 3 ans, là. Qu'est-ce qui fait que tu as eu finalement, il y a eu un élément déclencheur pour qu'on voit réellement ce que tu avais? Absolument. En fait, c'est quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu un accident. En traversant la rue, je me suis fait heurter par une voiture. Et, tu sais, quand on a des accidents comme ça, la Société d'assurance automobile du Québec nous font souvent passer des tests pour savoir est-ce qu'on a des séquelles à long terme suite à l'accident. Puis c'est pendant ces tests-là qu'on a découvert... En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, toi, tu vois pas bien. » Ah, OK. J'ai dit, maintenant que vous le dites. Puis donc, on a pu pousser davantage suite à ça. Et on a réalisé que ma perte de vision avait rien à voir avec l'accident comme tel. Mais c'est sûr que ça a été comme un drôle de concours de circonstances qui a fait que j'ai pu voir plusieurs spécialistes. Puis jusqu'au jour où j'ai vu le bon spécialiste de la rétine. On a passé un peu par tous les scénarios possibles. J'ai fait des résonances magnétiques. Est-ce que c'est dû à une tumeur au cerveau? Est-ce que c'est comme une forme de sclérose en plaques? Donc, il y a eu plusieurs scénarios. Puis finalement, c'était la maladie de Stargardt. Ça devait être inquiétant, par contre, ces scénarios-là. Hein? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en même temps, quand il n'y a rien de fixé, j'ai un peu une personnalité de me dire, ben tant que je le sais pas, je vais rester positive. OK, ouais. Mais oui, c'est que quand le diagnostic est finalement arrivé, je me suis dit, c'est pas si mal. C'est pas si pire, c'est juste la vision. Exactement. Hey, j'aurais vécu une angoisse, moi, pendant 3 ans. À pas savoir. À pas savoir. C'est difficile de pas savoir. Est-ce que les médecins avaient abordé le cancer ou c'est toi qui avais pensé à ça? Cancer, sclérose en plaques? Oui, je pense pas qu'il y avait été question de cancer. C'était vraiment plus comme la tumeur au cerveau. C'est quelque chose qui arrive des fois, mais ouais, donc c'était plus ces éventualités-là.
Puis comment ça s'est passé après? Là, mettons, OK, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, il y a le diagnostic. Puis là, c'est comme, j'ai une déficience visuelle ou j'ai une condition visuelle. Qu'est-ce que ça a changé? Comment ça s'est passé suite au diagnostic? Oui, c'est une très bonne question. Bien, j'ai été tout de suite accompagnée avec le Centre de réadaptation à Québec, OK. qui s'appelait, à cette époque, le Centre Louis Hébert, mais ça a sûrement... C'est peut-être l'IRDPQ maintenant? Ça doit être je pense ça. Qui est dans le 6, probablement. Maintenant, c'est regroupé dans des 6. Puis là, je pense qu'ils ont enlevé les 6. Santé Québec, je pense. Santé Québec. Aujourd'hui. Mais bref, j'ai vu deux hommes vraiment exceptionnels qui m'ont donné... En fait, c'est comme ils m'ont donné plein d'outils, plein d'aides. Moi, ça faisait déjà comme 3 ans que je vivais avec mon handicap, mais en s'adaptant. En sachant pas c'était quoi la cause ou c'était quoi le diagnostic. Je fonctionnais avec ce que j'avais, mais c'est ça, là, on m'a donné comme des lunettes pour voir plus loin quand je faisais mes cours de dessin. On m'a donné aussi des programmes informatiques pour m'aider. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai eu un ordinateur, pour finir mes études. Donc, il y avait plein de choses où je me disais, OK, je me sens vraiment bien accompagnée. Puis l'ophtalmologiste que j'avais vu à cette époque-là, qui s'appelait Michel Bolduc, il m'avait dit, ben tu sais, il y a plein d'artistes comme Van Gogh. On dit que dans ses peintures, les couleurs n'étaient pas toujours comme les couleurs réalistes parce qu'il y avait aussi une forme... Ah, c'est Monet, ça, je pense. Ouais. Ben, en fait, il m'avait nommé les deux. Je pense, Je ne sais pas s'il avait vérifié ses sources, mais l'idée, je pense, c'était de me dire, tu sais, Monet, Van Gogh, mais c'était de me dire, tu sais, ça peut permettre comme de faire de l'art autrement. Fait que déjà, il y avait comme planté cette... Un ophtalmologiste, je suis impressionnée. Je suis impressionnée qu'il y avait cette sensibilité-là, tu sais. Ben oui, ça m'avait comme vraiment déjà accompagnée, je pense. Tu as mentionné que quand tu es arrivé à Montréal, donc avant, tu n'étais pas à Montréal, tu étais à Québec, une ville qui nécessite d'avoir une voiture. Oui, ça a été vraiment le plus difficile pour moi. C'est que, tu sais, quand j'ai eu l'accident, j'avais 17 ans. Puis là, j'avais comme mon permis de conduire temporaire, mais quand on a réalisé que je voyais pas bien, ben là, tout de suite, j'ai comme perdu le permis de conduire. Donc, quand j'ai jamais réellement conduit non, à peine, là, c'est ça. À peine, c'est ça. Mais il y avait vraiment cette envie, tu sais, à Québec, je trouve que pouvoir conduire aussi, c'est comme la liberté, parce que le système de transport en commun est un peu moins... Ben, en tout cas, moi, j'habitais en banlieue, donc je pense que ça s'est beaucoup amélioré aussi. Il y a un tramway qui s'en vient à Québec, là. C'est ça. Ça s'en vient. Puis ma sœur me disait, ça s'est beaucoup amélioré, mais tu sais, on était un peu décentrés, puis je me rappelle, pour aller à mon travail, l'autobus passait aux 90 minutes. Donc, c'est ça. Donc, Montréal est synonyme de liberté. Complètement. Liberté, autonomie. Pour moi, c'était quand j'ai commencé à prendre le métro, je me disais, OK, je peux fonctionner. Mais ça demande quand même du courage, tu sais, de quitter ses amis, sa famille, son milieu, de dire, OK, moi, pour être autonome, il faut que j'aille ailleurs. Est-ce que tu connaissais des gens à Montréal ou c'était vraiment l'inconnu? C'était l'inconnu, mais je suis pas déménagée à Montréal à cause de mon handicap parce que je voulais aller à l'université Concordia. J'avais choisi un programme d'études qui se donnait là-bas. Donc, j'avais vraiment envie aussi de l'aventure, de quitter Québec, d'essayer autre chose. Alors, je dirais que c'est surtout pour ça que je suis déménagée, mais ça m'a quand même fait réaliser que, OK, le fait qu'il y ait le métro... ça soit beaucoup plus facile. On dira ce qu'on voudra sur la Ville de Montréal, mais effectivement, il y a encore du chemin à faire en matière d'accessibilité, mais quelqu'un qui a une déficience visuelle, toi-même, Bianca, tu utilises toujours le métro, là? Oui, toujours. Aujourd'hui même, je l'ai pris. Oui, c'est ça. Puis tu sais, toi, dans le fond, la réalité de être entre deux mondes, tu sais, Audrey-Anne, dans le sens que tu n'es pas totalement voyante, t'es pas non plus non-voyante, un peu dans une espèce de zone grise. Ça, c'est quelque chose qui a commencé à prendre la place. J'imagine, au début, là, t'as le diagnostic, mais là, est-ce que, tu sais, bon, OK, je vais m'adapter, je vais prendre le transport, mais est-ce que comme tu te percevais comme quelqu'un qui a une déficience visuelle? Est-ce que tu te percevais, tu sais, ou je fais juste voir un peu moins bien? Comment tu trouvais ta place un peu
entre la cécité, le fait d'être voyant, comment tu te situes à ce niveau-là? Oui, c'est une très bonne question, mais je pense que quand tu as nommé, je vois un peu moins bien. Ouais. Je pense que ça le nomme bien dans le sens que en fait, pour moi, j'étudiais déjà j'étudiais en art visuel à ce moment-là, en plus. Puis, c'était comme... Ça, je sais pas, je pense pas qu'on peut parler que j'étais dans le déni de mon handicap visuel, mais en même temps, j'avais un peu l'attitude de ça va pas affecter mon parcours, ça va pas affecter mes choix, je continue un peu, je vis déjà avec, donc je continue comme je suis. Comme hier. Tu vis pas au quotidien avec le fameux questionnement de quand est-ce que ça va arriver ou est-ce que ça va arriver qu'un jour, toi, tu vis au jour le jour. Oui, absolument. C'est ça, C'est sûr que des fois, ça se peut qu'il y ait des rencontres ou on rencontre d'autres personnes qui ont d'autres défis, d'autres difficultés. Puis là, ça ramène ce questionnement de « Ah oui, un jour, ça va baisser. Ça t'est arrivé d'ailleurs de rencontrer une dame qui avait perdu totalement la vue, puis ça t'a secoué un peu. Oui, c'est ça. Elle avait la même maladie que moi. Puis ça m'a un peu... j'ai eu une petite angoisse de quelques jours. Là. Je suis aussi nouvellement maman, donc ça prend comme un autre... une autre dimension. Ouais, on a envie d'être le plus autonome possible, le plus longtemps. Donc, mais en même temps, maintenant que je côtoie plein de personnes qui vivent en situation de handicap visuel et qui sont non-voyantes, je vois que c'est possible aussi d'être autonome. Fait que le fait de rencontrer d'autres personnes, ça a été d'abord difficile, mais par la suite, ça a aidé à voir les possibilités. Est-ce que je comprends, c'est un peu des deux? Oui. Est-ce que tu penses que c'est bien, c'est aidant de rencontrer d'autres personnes qui ont une déficience visuelle? Ah, bien, complètement. Mais je dirais pas que ça a été d'abord difficile, parce que pour moi, dès le début, j'étais comme vraiment impressionnée de voir tout ce que... C'était ça le premier Oui, feeling. vraiment. C'est juste que des fois, dans la vie de tous les jours, il y a des situations qui nous touchent plus, puis des fois, on est plus vulnérable. Puis donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais en général, pour moi, de côtoyer des personnes qui vivent en situation de handicap visuel, c'est motivant, c'est stimulant, c'est des beaux échanges. Ouais. Mais est-ce que je me trompe ou quand tu as reçu ton diagnostic, les médecins t'avaient suggéré de ne pas rencontrer des gens, hein? Oui, c'est ça. J'avais demandé à cette équipe de Québec, est-ce que je pourrais rencontrer d'autres personnes qui ont la maladie de Stargardt? Mais c'était une maladie assez rare à Québec. Il n'y en avait pas beaucoup de cas. Puis, on m'avait dit, tu sais, toi, tu as une attitude vraiment positive. Ça risquerait peut-être de te rendre plus négative. Donc, ils m'ont pas mis en contact avec d'autres personnes, finalement. J'aurais pu le faire par moi-même, mais dans ce temps-là, on n'avait pas les réseaux. C'est moins simple qu'aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, je suis sur des groupes de Stargardt, tout ça. Donc, je vois je vois de toutes sortes de monde. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. OK. Oui. Puis moi, je suis curieuse un peu, on parlait dans les arts, tu dis, je vais continuer à faire comme d'habitude en art visuel. Est-ce que, ce que je me demande, c'est, tu sais, moi, quand j'ai été plus jeune, je disais, j'ai étudié en musique. Il n'y a pas de préjugés. Quand il y a au contraire même un préjugé favorable. Tu sais, tu joues du piano, tu vois pas bien. Tu sais, les gens s'imaginent que c'est pas un problème. Tu sais, on va pas dire, tu sais, t'as quand même des difficultés, mais c'est quelque chose qui est comme socialement reconnu comme existant, le fait d'avoir une déficience visuelle puis de faire de la musique. Mais le fait d'avoir une déficience visuelle et de faire des arts visuels, justement, est-ce que, comme les professeurs étaient inquiets de ta réussite, est-ce que les collègues de classe, tu sais, comment les gens réagissaient par rapport au fait que tu avais une déficience visuelle dans un milieu, justement, de vision? Oui, c'est une bonne question. Ben, je suis pas restée longtemps parce qu'en fait, j'ai eu mon diagnostic puis il me restait comme 1 an de cégep à faire en art visuel. Puis tout de suite, quand je suis passée au niveau universitaire l'année d'après, ben là, j'ai migré vers le domaine du théâtre. Ouais. Mais, tu sais, je dirais surtout que les professeurs étaient très soutenants là, au moment où j'ai appris. Et puis... je me rappelle, on m'avait donné, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les jumelles, là, les lunettes qui sont comme des petites jumelles d'opéra, en fait. Oui, ben oui, moi, j'en utilise couramment quand je vais au théâtre, justement. C'est ça. Donc, on m'avait donné ces lunettes-là, puis je les avais sorties une fois dans un cours de dessin vivant. Oui. Donc là, où on a un modèle qui pose nu, puis nous, on dessine le corps, puis... en fait, les étudiants avaient vraiment rigolé, ils m'avaient dit « Mais qu'est-ce que c'est ça, ces lunettes-là? » Moi, j'avais pas encore
annoncé à toute ma classe là, ouais. que j'avais un handicap visuel. Et puis, suite à ça, j'ai une de mes professeurs de dessin qui m'avait dit « T'as jamais ressorti tes lunettes, tu sais, tu peux les prendre. » Donc, il y avait ce côté-là que moi, au début, je me disais « Ouais, je peux comprendre que de mettre des jumelles pour regarder comme quelqu'un qui est nu, c'est comme un peu inconfortable pour le modèle puis le reste de la classe. Oui. » Mais j'étais encore dans le... Tu sais, maintenant, avec le recul, je réalise j'étais encore moi-même là, dans mon processus d'acceptation, de réalisation même, Mais je dessinais les modèles. En fait, je réussissais quand même bien. C'est qu'au final, pendant ces 3 années où je ne savais pas, puis je me dis, ma vue a sûrement commencé à baisser, même avant que j'aie 16 ans, avant que je m'en rende compte. Mm-hmm. Mais j'ai vraiment développé ma vision excentrique. Oui. Donc, de regarder de regarder un peu à côté pour pouvoir voir ce qui est au centre. Et... c'est pour ça que même quand j'ai finalement compris que j'avais pas de vision centrale, ça m'a aidé, mais moi, j'avais pas réalisé ça en amont. Ouais. Tu sais, j'ai pas un trou noir dans le centre de mon champ visuel. Le cerveau, il comprend bien les choses, hein? Exactement. C'est difficile de s'en rendre compte. Puis notre imaginaire aussi fait vraiment bien les choses. Des fois, je me rends compte que mon monde est comme beaucoup plus captivant que la réalité. Là. Tu sais, des fois, je me promène puis je dis à ma soeur, « Regarde, il y a un beau petit chat là-bas. » Puis ma soeur, elle me dit, « C'est un sac poubelle, genre. » Mais c'est intéressant parce qu'il y a comme un flou qu'on voit pas bien au sens propre, puis on le remplit avec notre imaginaire, puis selon notre personnalité, probablement que toi, t'es quelqu'un d'imaginaire, je sais pas comment dire, qui aime imaginer plein de choses. C'est assez créative. C'est ça, oui, tu sais. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait dire, je vois un sac, non, c'est un chat, tu sais. C'est vrai, peut-être, on embellit un peu les scénarios. Donc, l'art a toujours fait partie de ton quotidien depuis que tu es toute petite. C'est tes parents qui t'ont transmis cette passion-là, hein, je crois. Ah oui, complètement. Ouais. Mes parents n'étaient pas artistes professionnels, mais chez nous, la musique avait toujours une grande place. Tu sais, je me rappelle quand on était jeunes, on écoutait là, les bébés, puis on avait chacun notre instrument en carton que maman nous avait fait, puis là, on était le groupe là, avec ma famille, mais mes parents étaient aussi des grands amateurs de cinéma. On avait des livres sur des peintres, on allait voir des expositions. Donc, puis j'ai commencé à faire du ballet à l'âge de 3 ans. On a toujours baigné pas mal. Ça, puis les sports aussi, c'était important pour mes parents. On a toujours fait beaucoup des activités. Alors, ton parcours culturel, tu as commencé jeune, en fait, au cégep. Après ça, tu étais à la Concordia. Oui. C'est quoi ton parcours? Parce que tu as fait de l'éclairage, de scène, de la danse, du swing, tu parlais de ballet, mais tu as tout fait, ma foi. Oui, j'aime un peu tout. Hein. Des fois, c'est comme un avantage, puis d'autres fois, on se sent un peu éparpillé, mais moi, je suis rentrée, je pense, dans le milieu des arts par la danse, je pourrais dire, parce que j'ai commencé à faire du ballet très jeune. Après, on a fait... je faisais toujours ça avec ma sœur. On a fait du ballet jazz. Puis quand je suis arrivée au secondaire, j'ai fait de la danse moderne. Il y avait une troupe de danse moderne à mon école, donc j'étais beaucoup dans le corps, dans la danse, mais au secondaire aussi, j'ai toujours eu une passion pour le dessin depuis très jeune, mais au secondaire, je me suis inscrite dans l'option arts plastiques. Mm-hmm. Encore là, j'ai eu une professeure extraordinaire. Ça change, ça compte vraiment pour beaucoup, hein, les professeurs qu'on côtoie, puis les gens qu'on côtoie. Et donc, c'est ça, j'ai vraiment développé un goût pour les arts visuels au secondaire. Et même si j'avais continué la danse, j'avais envie de m'en aller en arts visuels au cégep. Et quand je suis arrivée à Montréal, là, j'ai étudié, j'ai choisi d'aller faire un baccalauréat à Concordia en Design for the Theatre. Alors, c'était l'idée de faire des décors, des costumes, des éclairages pour des spectacles. Alors, moi, je me disais, je vais comme combiner mes 2 passions à la fois pour la scène et les arts visuels. Mais pour rencontrer des gens, pour me faire des amis, pour rester active, je me suis inscrite à des cours de danse swing. Et donc, j'ai fait ça beaucoup comme passe-temps à Montréal pendant mes études. Puis, quand j'ai terminé mon bac, j'ai travaillé 2 ans comme conceptrice d'éclairage dans le milieu du théâtre et de la danse. Puis après ça, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise à l'étranger, donc en France puis en Belgique. Et quand je suis arrivée en Belgique, la maîtrise était toujours en théâtre. Et quand je suis arrivée en Belgique, on m'a dit « toi, tu danses le swing. Nous, on commence à développer cette scène. Est-ce que tu peux donner des cours? » Donc j'ai donné des cours de swing pendant
que j'ai habité 3 ans en Belgique. Puis ça m'a permis de rester dans ce milieu-là aussi. Moi, je t'écoute, Audrey-Anne, puis je me dis, mon Dieu, comment visuellement elle faisait? Parce que je me mets à ta place. Tu sais, moi, j'ai une déficience visuelle, puis faire un cours de danse, c'est difficile. Pour moi, c'est le prof, faut qu'il nomme les mouvements, faut qu'il les décortique. Puis là, des fois, il oublie ou ils vont le dire juste une fois, fait qu'il faut les retenir. Tu sais, l'éclairage, je me dis, il fait noir, c'est des... Tu sais, c'est... Est-ce que... Puis vivre à l'étranger, je veux dire, c'est super de voyager, mais ça devait être difficile de trouver... Tous les repères sont à construire à l'étranger. C'est toujours du milieu non familier, jusqu'à temps qu'on s'habitue. Est-ce que c'était difficile visuellement? Oui, c'était quand... Bon, l'éclairage... Là, t'as nommé beaucoup de choses. Tout ce que j'ai... comme, ça va être difficile, tout ça. Vas-y, on les décortique. Oui. L'éclairage. Oui, l'éclairage. Bon, l'éclairage, ça peut paraître difficile à comprendre, mais quand tu étudies en art visuel puis tu développes le dessin, la peinture depuis que tu es jeune, tu te fais quand même un œil. Tu sais, quand on dit je suis une personne visuelle, ben moi, je suis une personne très visuelle. Ouais. Même si j'ai un handicap visuel, je veux dire, je vais décoder des choses, je vais analyser, je vais utiliser... Je suis très observatrice aussi, tu sais, je vais regarder. Donc, pour construire l'éclairage d'une scène, souvent, c'est que moi, je le voyais un peu comme de la peinture. Tu sais, tu viens comme ajouter des couleurs, ajouter de l'intensité sur des sujets. Tu choisis. Tu sais, l'éclairage, ça va permettre de guider un peu le regard du public. Alors, tu choisis qu'est-ce qui va être en mineur dans l'image, qu'est-ce qui va être en majeur. Fait créer le tableau général, pour moi, c'était comme peindre. Donc ça se passait bien. Après, le plus gros défi, c'était de m'assurer que les acteurs n'étaient pas assez éclairés ou trop éclairés. Ça, c'était le plus difficile. Mais je demandais toujours de faire mettre la console d'éclairage vraiment proche de la scène. Là, j'utilisais mes petites jumelles pour voir. Puis, j'hésitais pas à demander à d'autres concepteurs. Tu sais, la fille qui faisait les costumes assise à côté de moi. Trouves-tu qu'ils sont trop éclairés? On écoute Audrey-Anne et c'est vraiment fascinant de voir les stratégies que tu mettais en place. On doit prendre une courte pause et on revient pour explorer ça plus en détail. On est avec Audrey-Anne Bouchard, qui a plein de chapeaux dans le milieu des arts. Et on était en train, avant la pause, de discuter de toutes les difficultés, situations de handicap que tu as pu rencontrer dans ce triple défi qui était de faire de l'éclairage, d'aller à l'étranger et de faire de la danse. Donc, on a vu, bon, pour l'éclairage, tu dis, je m'arrangeais, je me mettais plus près, j'avais des lunettes, un système télescopique. Pour la console, comment ça se passait? Oui, bien, la console, d'ailleurs, c'est ce qui est encore le plus difficile, je dirais, parce que souvent, les programmes informatiques qui viennent avec ça, c'est difficile de grossir, tu sais, où on doit avoir 2-3 écrans. Et donc, pour moi, le défi, parce que je fais encore de l'éclairage, le défi en ce moment, c'est que maintenant que j'ai pris un peu d'âge, j'ai des lunettes pour voir de proche, j'ai des lunettes pour voir de loin. Donc là, mets les lunettes pour voir de proche, enlève les lunettes pour voir à la console, c'est ça. Ensuite, enlève les lunettes pour voir de proche, mets les jumelles télescopiques. Donc, c'est tout ça. Au final, j'ai toujours une petite loupe que je porte dans mon cou, là, tu sais, qui, finalement, c'est ça le plus utile. Fait que c'est une loupe, 2 paires de lunettes et un système télescopique. Il y a comme 4 aides optiques impliquées dans la chose. Exact, et beaucoup de patience et de dextérité. Oui. Continue, mais après ça, je veux vraiment qu'on revienne sur la fatigue. Parce que c'est plus épuisant, ce travail-là, pour toi que quelqu'un d'autre.
Alors, on passait de la console. La console, on se disait pour la danse, puis pour le voyage. Oui, bien la danse, c'est particulier parce que je comprends ce que t'amènes, Bianca, que des fois, quand on est dans un cours de danse magistrale, puis on peut être plusieurs, puis là, il faut regarder le professeur faire un mouvement, ça peut être difficile. La danse swing, c'est une forme de danse sociale qu'on fait à deux. Et donc... bon, moi, j'étais dans la posture, il y a la personne qui dirige, qui guide. En bon français, en danse swing, on disait le lead et le follow. Donc, la personne qui dirige et la personne qui suit. Donc, moi, je m'étais mis dans la posture de la personne qui suit. Alors, c'est vraiment un langage qu'on développe par le corps. Parce que je te fais telle petite poussée dans le dos, ça va t'indiquer de faire un tour ou ça va t'indiquer d'avancer un pas vers l'avant. Donc, il y a vraiment un langage corporel non visuel là-dedans qui est fascinant. Il y a probablement certains types de danse. Moi, j'avais fait un petit peu du tango avec mon copain de l'époque. Puis je me rappelle que le tango, justement, pour la femme, c'est plus facile parce que c'est beaucoup des indications physiques là, de tel truc à faire puis tout ça. Absolument. Il y a peut-être des danses, le gumboots aussi, parce qu'on entend les rythmes. Ça, j'ai fait ça aidait d'entendre les pas. Là, oui. Fait qu'il peut y avoir des... Mais c'est intéressant quand même, des stratégies, mais certaines danses sont peut-être plus difficiles que d'autres. C'est sûr. Oui. Mais justement, la fatigue. Parce qu'on s'était parlé avant l'enregistrement de fatigue. Oui. Tout est plus exigeant, tout est plus demandant pour toi. Bien, c'est sûr. Je pense que c'est la même chose pour... après, tu sais, chacun a aussi ses défis dans la vie, puis je veux pas non plus minimiser les défis de d'autres personnes. Mais c'est vrai que quand on vit en situation de handicap, pour faire ce qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap arrive à faire, on a des défis supplémentaires. Et donc, oui, c'est demandant, c'est exigeant pour mes yeux, pour la concentration, la posture du corps aussi. Moi, comme j'ai pas de vision centrale, c'est très difficile de voir de loin des choses. Donc, je vais souvent m'approcher, me coller sur mon écran, me coller sur ma feuille, Donc, ça fait que... Plus voûté un peu, C'est ça, exactement. Donc, on développe aussi des tensions physiques liées à ça. Alors oui, c'est sûr que ça demande. Puis le dernier volet de ma question, peut-être rapidement, le voyage, comment ça s'était passé de se retrouver en Belgique puis dans un nouveau pays avec une déficience visuelle? Oui, c'était ma deuxième expérience parce que pendant mon bac à Concordia, j'avais réalisé un semestre à l'étranger. En Suisse. Et donc, j'avais voyagé, j'avais exploré le voyage toute seule pour la première fois à ce moment-là. Je me rappelle avec mes cartes, parce que j'avais pas de téléphone intelligent à cette époque, donc j'avais mes cartes imprimées papier, puis j'avais ma loupe, encore une fois, là, dans le cou. Donc, je regardais mes cartes avec ma loupe, puis après ça, je mettais mes lunettes télescopiques pour lire le nom des rues. Ce qui est magnifique en Europe, tu sais, toi aussi, tu as voyagé, Bianca, c'est que les noms de rues sont sur les bâtiments plus bas. Donc ça, c'est génial. C'est beaucoup mieux que chez nous, où on doit trouver le poteau dans... Oui, puis le poteau, il est contre le ciel, puis souvent, le ciel, il est éblouissant. Exact. C'est un bâtiment qui fait... Puis des fois, le poteau, il est en plein milieu de la rue, tu sais, entre les deux uniforme. voies. Donc là, tu dois traverser la moitié de la route pour aller lire le nom de la rue, tu reviens. En tout cas, c'est... dangereux. C'est ça, c'est dangereux. Donc, il y avait des trucs comme ça. Puis je pense qu'on est en voyage aussi, on se laisse un peu porter. C'est pas grave si on se perd un petit peu, on va finir par se retrouver. Et donc, pendant mes études, c'était bien parce que, tu sais, comme j'allais vivre à l'étranger, c'était même plus simple parce que là, tu te crées un chemin, tu te crées une routine, tu as le temps de t'habituer à ton trajet, à tes habitudes, puis il y a des services pour les étudiants en situation de handicap dans les universités aussi à l'étranger qui m'accueillaient. C'est sûr que moi, j'ai choisi de faire une maîtrise qui appelait Erasmus, donc il fallait que j'étudie... Erasmus, comme l'auberge espagnole, le film! Exactement! Donc, il fallait que j'étudie dans 2 à 3 pays différents pendant ma maîtrise, mais j'ai demandé que ça soit 2. Parce que déjà, de m'adapter, tu sais, une année dans un pays, l'autre année dans l'autre, de recommencer, j'ai dit, est-ce que je pourrais ne pas en faire 3? Puis ils m'ont dit oui, donc... C'était quoi le sujet de ta mémoire? Oui, tout à fait. Donc, j'ai décidé d'étudier... De chercher, en fait, sur l'expérience sensorielle des danseurs, des acteurs. Donc, c'était beaucoup comment on construit un spectacle, mais aussi l'expérience des spectateurs. Donc, tout ce qui est... tu sais,
l'expérience perceptive, comment on perçoit sur scène nos autres collaborateurs de scène, mais après ça, comment le public nous perçoit. Et en fait, c'est pendant cette recherche que j'ai réalisé que l'art que je fais, le spectacle, c'est un art vraiment visuel. D'ailleurs, tu sais, spectacle, ça vient du mot grec spectaré, qui veut dire l'art de regarder. Donc, OK. Ouais, c'est vraiment... Donc, même, tu sais, l'origine étymologique du mot. Tu sais, théâtre, c'est le lieu de la contemplation. Théatron, dans l'origine grecque aussi du mot. Donc, ça m'était jamais, en fait... sauter aux yeux, si on veut faire un jeu de mots. On s'en sort pas du visuel. C'est ça. On s'en sort pas. Et notre émission s'appelle Ivoire clair. Ivoire clair. Donc voilà. Et c'est ça. Fait que j'ai réalisé, OK, l'art que je pratique est vraiment un art visuel. C'est très paradoxal, comme je perds moi-même la vue. Mais c'est là où je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait créer une forme de spectacle qui impliquerait tous les autres sens, sauf la vue? Une forme de spectacle non visuel. Puis ça m'a amené aussi à me questionner sur qu'est-ce qu'une personne qui est complètement non-voyante perçoit d'un spectacle. Parce que, tu sais, dans ma recherche, je parlais beaucoup du visuel. Puis moi, comme je suis semi-voyante, j'utilise quand même ma vue, tu sais, pour créer des spectacles, mais aussi pour recevoir des spectacles. Donc là, je me suis dit, les personnes qui ne voient pas du tout, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est intéressant? Puis, mais comment on crée, je ne veux pas t'interrompre, comment on crée finalement une œuvre lorsqu'on retire le regard du centre de tout? C'est pas évident parce que, comme tu dis, tout est vision, là, le spectacle de danse, le spectacle de théâtre, mais comment tu crées des œuvres? Oui, c'est une très bonne question. Ouais. Je dirais que la première réalisation que j'ai eue avec mon équipe, c'était qu'il fallait en fait qu'on retire nous-mêmes notre vue pour créer. Parce que même si on pense qu'on va créer une dramaturgie sonore intéressante, un décor intéressant, que les gens vont pouvoir toucher, tu sais, si tu crées avec tes yeux, la vue va toujours comme dominer. Ben oui. Ouais, c'est comme on est un peu programmé, hein? On vit dans un monde tellement visuel en ce moment et virtuel, mais bon, ça fait que le visuel prend une grande place. Donc, la première réalisation que j'ai eue, oui, c'est ça. Il faut se bander les yeux, il faut se fermer les yeux pour faire nos choix artistiques. Mais moi, j'avais envie, dès le départ, d'inviter les personnes non-voyantes sur la scène, dans le décor. Tu sais, je me suis dit... Parce que cette espèce de quatrième mur qu'on a au théâtre qui fait que le public est assis loin de la scène, de manière frontale, puis les acteurs, les danseurs sont sur la scène, ça crée une distance qui est difficile à compenser, là, tu sais, Donc, je me suis dit, si on invite le public sur la scène, avec les acteurs, avec les danseurs qui sont dans le décor, que le décor, ils peuvent le toucher, ils peuvent l'entendre, ils peuvent le sentir, ils peuvent avoir des odeurs, puis qu'après ça, l'histoire se déroule tout autour d'eux, là, déjà, c'est comme si on annule cette distance qui est là d'office par l'architecture d'une salle de spectacle. Est-ce que ces spectacles-là attirent autant les voyants que non-voyants? Oui, c'est une bonne question, oui. En fait, avec mon équipe, au-delà du visuel, je vais les nommer. Oui, parce que il faut. Oui, c'est ça, depuis 10 ans. Donc, c'est Lauriane Langis, qui est chorégraphe et interprète. Marc-André Lapointe, qui est comédien, qui écrit les textes avec moi et qui est aussi interprète dans les spectacles. Marie-Jo Fouché, qui chorégraphie avec Lauriane et qui interprète aussi. Et je travaille à chaque spectacle, on travaille avec des concepteurs différents, mais qui sont tellement essentiels, des concepteurs de décors, des concepteurs sonores. Par exemple, pour notre dernier spectacle, Fragments, celle qui m'habitait déjà, la conceptrice, la scénographe Diana Uribe a conçu les décors, mais aussi les costumes, les accessoires, les odeurs. Donc, c'est vraiment comme un environnement immersif qui est conçu. Et à la base, nous, c'est sûr qu'on crée les spectacles, on fait nos choix artistiques en fonction de la sensibilité des personnes non-voyantes, mais les personnes voyantes aussi sont très curieuses de venir vivre les spectacles. Puis souvent, ils nous disent que c'est une expérience qui les amène dans leur corps, qui les connecte avec leurs autres sens. On se fait souvent dire que c'est une expérience aussi qui est très relaxante parce qu'on prend pas souvent le temps de se fermer les yeux.
Moi, je pourrais demander à Bianca. Je l'ai vu exactement. Tu lis dans mon esprit. Moi, je l'ai vu, le spectacle, mais je l'ai vu. Je l'ai senti et apprécié. J'ai tellement apprécié l'expérience. Ah oui, hein? Puis je suis vraiment d'accord avec le fait que ça peut être relaxant. Je pense que le fait d'avoir à interagir de façon active. Tu sais, les gens, quand ils vont regarder, souvent, il y a une certaine passivité à comme être assis puis regarder. Mm-hmm. Mais quand on n'a pas la vision, l'exploration, il faut qu'elle soit faite de façon active. Tu sais, mettons, tu touches. Mais si tu déplaces pas tes mains, tu sauras pas ce qu'il y a. Mm-hmm. Fait que t'as comme pas le choix d'explorer. Puis je trouve que le fait d'explorer, ça ground dans le présent, puis ça, c'est relaxant. T'sais? Fait que je pense que l'expérience, elle fait que c'est comme un moment hors du temps où t'es comme dans un univers un peu onirique, où tu te mets... là, je pense qu'il est terminé, mais je recommanderais tellement aux gens d'aller voir d'aller voir encore, d'aller vivre. D'aller vivre l'expérience. Oui. Ben oui. Ouais. Ah, mais t'as pas l'intention, vous n'avez pas l'intention de le reprendre? Mais bien sûr, on a l'intention voilà. de le reprendre. Oui, donc on va le reprendre au printemps prochain. C'est pas encore officialisé, donc je reviendrai vous parler des dates avec précises. Grand plaisir. Mais oui, puis on va déposer aussi pour faire une tournée à Montréal. Donc, si ça se passe, je vais bien sûr partager le mot le plus possible. Est-ce que tu travailles avec plusieurs personnes qui vivent en situation de handicap? Oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, pour notre premier spectacle qui s'intitule Camille, un rendez-vous au-delà du visuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé un groupe de personnes vivant en situation de handicap visuel, donc soit des personnes non-voyantes, semi-voyantes, qui avaient différentes conditions, qui sont... c'était un peu comme des consultants. Pas un peu. C'était des consultants. On les a appelés nos experts parce qu'en fait, ils ont une expertise leur manière à eux de percevoir le monde, mais une expertise de comment on vit, comment on se déplace, comment on découvre un univers quand on ne voit pas. Et on les a invités à toutes les étapes du développement de la pièce pour avoir leur retour, leurs commentaires. Puis c'était intéressant parce que, par exemple, au début, on avait fait une scène où on était tous assis autour d'une table. C'était une scène qui se passait au restaurant dans l'histoire du spectacle. Et les personnes non-voyantes m'ont dit, oui, mais nous, c'est comme à tous les soirs, là. On s'assoit autour d'une table, il y a des sons de vaisselle, il y a des odeurs. Nous, on trouvait ça très innovant, mais finalement, c'était un peu banal. Donc, on s'est dit, OK, comment on peut rendre cette scène extraordinaire pour notre public cible? Donc là, pendant qu'on était au restaurant, on rentre dans la tête du personnage principal qui, lui, a tout un monologue intérieur. Puis à un moment donné, lui, il quitte le restaurant, mais là, il se lève debout puis il court sur la table pour quitter le restaurant. Puis là, on est dans la rue avec lui. Donc, c'est comme comment partir de situations du quotidien, mais d'aller dans des univers surréalistes ou qui vont être intéressants pour les personnes. Un peu comme voir un chat au lieu d'un sac. Oui. On pourrait dire ça. Et donc, pour répondre à la question, pour notre deuxième spectacle, Fragment, on a eu envie on a toujours une équipe de consultants experts qui change, d'ailleurs, de fois en fois, mais on a eu envie aussi de travailler avec un autre artiste qui vit en situation de handicap visuel dans l'équipe de création même. Puis, on a fait appel au compositeur pianiste Vytautas Bučionis Jr. qui joue du piano En fait, il a composé toute la partition piano du spectacle et il joue en direct pendant tous les spectacles. Donc, c'est vraiment... il est vraiment talentueux, je le connais, oui. Oui, c'est magique. Je trouve tellement que tu as une présence si importante sur la scène culturelle. Est-ce que, selon toi, il y a plusieurs artistes, artisans qui vivent en situation de handicap qui sont, comme toi, en train de transformer cette manière-là de faire de l'art? Merci. Merci pour cette belle question. Ce que tu fais, Merci. Puis, oui, il y en a de plus en plus, tu sais, grâce à des mesures qui ont été mises en place au cours des dernières années par les différents conseils des arts. Donc, entre autres, au Conseil des arts de Montréal, depuis quelques années maintenant, il y a un programme de subvention pour les artistes sourds ou vivant en situation de handicap. Donc, ils peuvent déposer leur projet. Et l'objectif de cette subvention, c'est vraiment de les aider à développer leur vision artistique, puis aussi de permettre de rejoindre d'autres communautés qui pourraient vivre en situation de handicap. Donc, il y a des mesures aussi, des conseils
qui permettent aux diffuseurs qui souhaiteraient présenter des spectacles avec des artistes en situation de handicap d'avoir du financement pour les aider comme à développer des pratiques d'accessibilité dans leur salle pour ces publics. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes. D'ailleurs, on me disait au Conseil des arts de Montréal que lors du dernier dépôt, il y avait plus de 100 personnes qui ont soumis des projets. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui vont trouver leur voie. Ça donne une opportunité pour un artiste qui vit en situation de handicap d'avoir du financement pour proposer son propre projet, sa vision artistique et pour avoir du soutien pour réaliser son projet. Donc, moi aussi, j'ai commencé comme ça avec un projet pilote au Conseil des arts du Canada. C'était un projet de subvention qui proposait à un artiste en situation de handicap de faire une recherche. Et avec mon équipe, on s'est dit, on va chercher comment on peut créer un spectacle pour les personnes non-voyantes. Donc, c'était ça notre projet de recherche. Comment communiquer la danse et le théâtre au-delà du visuel. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça. Maintenant, on est rendu comme un peu plus établi, mais je pense qu'il y a plein de monde qui vont commencer. Puis il y en a plein d'artistes, soit des artistes sourds ou des artistes qui vivent avec d'autres. Il y a les compagnies comme Joe, Jack et John aussi. Qu'est-ce que c'est, Joe, Jack et John? Je ne connais pas. Oui, c'est une compagnie de théâtre qui est vraiment un modèle pour moi aussi, mais qui donne une voix sur la scène à des acteurs, des artisans qui vivent avec une neurodivergence. Donc, mais c'est pas juste de les engager comme acteurs dans leur spectacle, c'est aussi de les soutenir, eux, dans le développement de leur propre création. Donc, de quoi ils ont envie de parler sur scène, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment, avec qui ils veulent travailler. Donc, il y a vraiment ce soutien-là. C'est intéressant de donner une voix pour que le public ait accès à différentes visions du monde, différentes conceptions du monde. Ça bénéficie à tous, dans le fond, tu sais, quand on fait ça. Fait que je comprends, dans le fond, que selon toi, les personnes qui ont différents handicaps, en situation de handicap, sont de plus en plus présents. Ça se fait tranquillement. Est-ce que selon toi, le handicap invisible, lui, est-ce que tu trouves qu'il est bien démontré dans les arts? Est-ce qu'on peut, par exemple, si on va au théâtre, à la télévision, peu importe, est-ce que tu trouves qu'on a accès à cette réalité-là des personnes qui ont des handicaps invisibles? Non. 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 C'est une bonne question. En fait, je me suis pas trop posé la question parce que je trouve quand même les handicaps visibles sont pas assez présents, tu sais, dans nos salles, sur nos scènes, à la télévision. Mais les handicaps invisibles, encore moins. Je pense que s'il y avait une personne semi-voyante comme moi, par exemple, sur une scène, j'aurais aucune manière de le savoir, à moins qu'elle se mette à lire un texte en se collant le livre dans le visage. Mais souvent, quand on est sur scène, on a déjà tout appris notre texte, puis on va pas... on joue, donc on va pas lire pour vrai, tu sais. Donc... ça ne paraît pas. Oui. Ouais, mais en fait, donner un bon exemple, on pense à quelqu'un qu'on aime beaucoup, Marie-Christine Ricignolo. Tu sais, Marie-Christine... Qu'on a déjà reçue à On notre l'a déjà première... reçue. On voit Marie-Christine, elle a une cécité complète. On le voit clairement là, qu'elle est aveugle. Puis elle tourne dans le vestiaire. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait, tout ça. Mais justement, c'est visible. C'est un handicap qui est visible. C'est un handicap visible. Donc, un handicap visible, c'est plate comme expression, mais se place bien dans un téléroman, une série, une fiction, peu importe. Mais justement, invisible, comment tu représentes ça à la télé? Puis... moi, je trouve ça intéressant parce que ça ne paraît pas visuellement, mais les personnes qui ont un handicap invisible sont totalement peut-être pas totalement, mais sont en partie dans un... Ils vont pas percevoir les choses de la même façon, ils vont avoir une conception du monde différente. Fait que c'est riche, mais comment en rendre compte, tu sais? Fait que ça, c'est peut-être une question qu'on peut se poser, tu sais. Est-ce que dans les œuvres, il y a une place pour les personnes qui ont... est-ce qu'il y aurait la façon de montrer ça plus, le côté handicap invisible, tu sais, dans les œuvres d'art? Bien, définitivement. Je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place... Tu sais, moi, j'ai pratiqué la conception d'éclairage. Je pratique depuis 2008 et je suis une artiste qui vit un handicap invisible. Oui. Ceci dit, si on voulait en représenter davantage, puis qu'on aide à comprendre les défis de ces gens-là, c'est un bon défi. C'est sûr que tout c'est très intéressant
très intéressant. Après, comment on le ferait, c'est un autre c'est ça, sujet c'est de une bonne recherche. question, hein? Oui. Oui, parce que c'est très différent de la cécité. Tu sais, on peut mettre le public, par exemple, dans un cas de cécité, dire, OK, tout le monde a les bandeaux, on se met dans cet univers-là. Mais comment on pourrait plonger le public dans la malvoyance? Ça serait un bon défi. Hein? Absolument. Est-ce que, parce que, bon, tu as travaillé sur différentes œuvres et tout ça, éventuellement, ton grand rêve, ce serait quoi? Est-ce que tu en as un par rapport à la création, par rapport à ton métier, par rapport à ce que tu fais? As-tu un grand J'en rêve? ai plein. Hey, vas-y, on t'écoute. J'en ai plein. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait plus de... Bon, Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Déjà, j'aimerais être capable de faire plus de spectacles pour les personnes, comme je fais, qui vivent en situation de handicap visuel, d'augmenter, si on veut, mon rythme de travail, de pouvoir en vivre mieux, puis de pouvoir en faire vivre les gens aussi qui travaillent avec moi. Donc, il y aurait ce rêve-là parce que, bon, dans le milieu en ce moment, il y a beaucoup de défis. Puis, le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter, mais le montant de nos subventions ne suit pas beaucoup. Non. Donc, il y a tout baisse hein, dans les médias, la télévision, la radio Exactement. et le théâtre, effectivement. Donc, c'est difficile d'arriver. C'est la ça. scène, ouais. Donc, on crée vraiment des miracles avec peu. Et donc, c'est sûr que j'aurais ce rêve-là que la culture fasse encore plus partie de notre projet de société, puis de pouvoir rencontrer encore plus de gens. Ensuite, ben, il y a un rêve par rapport à l'accessibilité, parce que l'accessibilité, on le voit, on développe des outils pour les personnes qui vivent en situation de handicap, mais comme moi, mon spectacle, je l'ai développé pour ce public cible, mais après, quand les gens qui n'ont pas de handicap viennent vivre le spectacle, ils disent « Wow, je peux plus retourner au théâtre conventionnel, là. Maintenant que j'ai suivi le spectateur, le personnage, il m'a pris dans ses bras, j'ai mangé avec lui à table, j'ai plus envie d'aller au théâtre. Juste m'asseoir. Donc, il y a, je pense qu'il y a un potentiel pour tout. Après, ben moi, j'aimerais continuer, c'est sûr, à faire d'autres spectacles. J'ai envie de faire un spectacle jeune public aussi. Oh, ouais! Pour permettre aux plus jeunes, comment on garde aussi nos jeunes intéressés à la culture, puis la culture québécoise. Est-ce que tu parles de jeunes en situation de handicap? Oui, en situation de handicap visuel, oui. Okay. Donc, dans mes projets futurs, ça serait ça. Après, ben j'aurais un rêve aussi que l'institution théâtrale québécoise s'intéresse plus aux pratiques des artistes en situation de handicap, que les médias traditionnels s'y intéressent plus, qu'il y ait plus de visibilité, de représentativité. Donc, il y a ça. Et puis, je dirais que mon rêve ultime... T'en as beaucoup, mais c'est choisir. Ça coûte rien de rêver. Ça coûte rien. Ça serait de créer un festival d'art ou des artistes qui travaillent partout dans le monde, qui ont des handicaps différents, pourraient se retrouver à Montréal et puis présenter leurs propositions innovantes, accessibles à plein de publics différents. Donc, on te suggère d'aller de l'avant. Vraiment. Ce festival-là, je trouve ça tout à fait génial. Écoute, après tout ce parcours, tout ce que tu as dû réinventer, créer, expliquer, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu vois le monde différemment des autres? Puis si oui, qu'est-ce que nous, ou qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous, les voyants, finalement, on ne voit peut-être plus? Quelle belle question. Ben, je dirais qu'on ne voit peut-être plus... C'est important qu'on soit quand même connecté à notre environnement puis aux autres. Je sais pas si c'est sûr que moi, quand je vais en répétition avec mon équipe, qu'on se bande les yeux, que je ne regarde pas mon téléphone pendant 4 heures, ni un écran. Il y a quelque chose d'être dans le présent. Hein? Il y a vraiment quelque chose d'être dans le présent, d'être en lien avec les autres. Nous, on travaille beaucoup à comment on va aller à la rencontre des gens, comment on va leur prendre la main, comment on va les guider, puis des fois, les gens ressortent de mon spectacle et me disent « On se touche pas. » Tu sais, là, vous m'avez touché dans mon spectacle, mais moi, dans mon quotidien, avec les gens qui m'entourent, on se touche pas. Donc, il y a ce côté-là, tu sais, je me considère extrêmement chanceuse de faire ce métier-là, de vivre ça au quotidien avec les gens avec qui je travaille, puis de pouvoir communiquer ça aussi à mon fils, aux gens qui m'entourent. Mais je pense que c'est de
d'apprécier qu'est-ce qu'on a, puis d'en prendre soin, d'être dans le prendre soin aussi, tu sais, de prendre soin de notre planète, de prendre soin des gens qui nous entourent, de nos relations. Donc, je pense que ça... On voit plus ça parce que ça va trop vite. Je trouve que ça va beaucoup trop vite. Alors, au-delà du visuel et au-delà du temps. Au-delà du temps. Alors, écoutez, moi, je suggère aux gens qui nous écoutent en ce moment, allez voir du théâtre, des spectacles, de la danse, des expositions. Parce que la culture, ça appartient à tout le monde. Puis pour connaître les spectacles accessibles, Bianca, je ne sais pas si je me trompe, là, mais les représentations avec audio-description... Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Oui. Il y a des visites tactiles, ou des événements adaptés aux personnes qui vivent avec des différentes déficiences visuelles. Il faut s'informer. Bianca, est-ce que Connecté, tu connais? Moi, je connais... Non. Puis quand j'ai lu ça dans le dossier, j'étais « Ah, c'est intéressant, je vais aller vérifier. » CONNEC-T qui répertorie plusieurs événements accessibles ou encore calendrier culturel accessible d'Altergo. Ce que je peux dire rapidement, là, je sais que le Théâtre du Rideau Vert, Jean Duceppe et aussi La Licorne, ils ont souvent des pièces en audio-description. Ouais. Ouais. C'est génial, ça. Audrey-Anne, merci infiniment pour cette discussion. Mais merci de m'avoir. Ça fait longtemps qu'on se parle, tout le monde, mais on est content de te rencontrer. Bianca, encore une fois, merci. Aujourd'hui, on a parlé de la déficience visuelle, mais de création, d'accessibilité. C'était une conversation des plus intéressantes. Merci également à notre précieux Mathieu Tessier à la mise en onde. Et merci à vous tous d'avoir été là avec nous à Y voir clair et à très bientôt.